2004-2005. J'ai travaillé pour plusieurs éditeurs, Carabas, Futuropolis, maintenant Dargo, Soleil. Et j'ai fait aussi un peu de presse jeunesse pour Milan et Bayard, pour les magazines J'aime lire, moi j'aime lire, des choses comme ça. Et alors le surnom Ficile, en fait, c'est pas un surnom que je me suis, même si j'ai décidé de le garder, c'est pas un surnom que j'ai choisi par moi-même. En fait, quand j'ai fait des écoles de dessin, j'ai fait un lycée d'art graphique dès la seconde en fait. Et donc il y avait un copain qui avait consommé un produit illicite et on était entre copains devant le lycée et au lieu de m'appeler Philippe, il est difficile et après tout le monde m'appelait comme ça, donc sur les années c'est resté. Et puis j'ai décidé de le garder. J'aime bien le côté justement non choisi, un peu un sobriquet l'ancienne. Sylvain Ronneberg, on a fait 3 bandes dessinées, en fait c'est une histoire complète pour Futuropolis. C'était London Calling. Donc voilà, ça a duré pendant 4 ans. On a fait 4 tomes. C'est des albums qui font une 60aine de pages. Et le dernier, il est un peu plus gros, 80 pages. Donc c'était une collaboration avec Sylvain qui était très sympa. Et en plus, la couleur, c'est Pascal Drac-Vallet. Qui a fait les couleurs. Non, Sylvain lui travaille vraiment le scénario en amont. Généralement il fait comme ça quand il travaille vraiment le scénario de son côté. Après on peut lui donner notre avis, mais il est vraiment dans son monde. Moi après le scénario, en fait George Frog et London Calling, ça s'est fait vraiment en parallèle. Et ces deux séries, je crois que c'est 4 tonnes de 46 planches et London Calling, c'est 3 gros tomes, et ça s'est fait en parallèle. Et maintenant, George Frog est compilé dans cette gros album. George Frog, c'est donc une histoire qui est coupée en 4 tomes, mais c'était une grosse histoire. En gros, c'est l'histoire d'un jeune français qui veut apprendre le piano jazz, donc il va aux États-Unis pour apprendre ça. Et en fait, il a plein de rêves et il va vite se rendre compte que c'est plus difficile que ce qu'il avait imaginé. L'utilisation de l'anthropomorphisme, ça c'est... moi je faisais déjà plein d'animaux dans mes carnets, des petits animaux. Et puis là, c'est vraiment... c'est bien vu puisque le jazz dans les années 30, plus l'éclosion des dessins animés, tout ce qui est Walt Disney aux États-Unis, il y avait vraiment une concordance qui allait très bien avec ça. Et en plus, il y avait ce truc de Walt Disney qui a bossé avec Ubi Works. Ubi Works, c'est le créateur de Mickey, qui avait fait un dessin animé avec un pianiste grenouille qui s'appelait Flip the Frog. Donc voilà, il y avait plein de choses qui rentraient vraiment bien en concordance. Et puis le choix de la grenouille, c'est vraiment parce que les anglo-saxons nous appellent les froggies, quoi. Donc, il y avait, voilà, j'ai mis tout ça en parallèle et en feedback, j'ai pris l'histoire de La Fontaine avec la grenouille et les bœufs. Pour essayer de faire un tout un peu cohérent. Non, bah justement, moi, là, par exemple, sur les nouveaux scénarios où je bosse, je suis obligé de faire des grosses recherches et tout, parce que c'est peut-être des domaines que je maîtrise moins. La musique, c'est vrai que c'était quand même plus facile. En musicologie, on a des cours d'histoire. Et la pratique du jazz, même si elle est certainement bien différente de la pratique des années 30, mais il y a toujours ces histoires de jam session. Et après, j'ai rajouté un petit peu tous ces trucs de rain party, de comment les jazzmen, un petit peu, les petits jazzmen pas connus, comment ils essayaient de s'en sortir, quoi. Donc ça c'est intéressant, quoi. Parce que nous on a les histoires un petit peu des gens connus qui faisaient des tournées et pourtant la vie était dure pour ces jazzmen-là quand on écoute Louis Armstrong et tout, il disait qu'il passait sa vie dans des bus, quoi. Mais pour les jazzmen encore moins connus, c'était encore plus dur, quoi. Donc les rent parties, ça servait à ça, par exemple, à payer le loyer de fin de semaine ou de fin de mois. Non, moi je suis pas du tout voyageur, donc c'est vrai que je voyage pas trop. Donc non,
Il y a ces cours d'histoire du jazz à la fac et puis j'ai eu des profs de jazz qui ont vécu aux États-Unis, donc ça m'a un peu aidé aussi. Et non, bon, dans des livres d'histoire, il y en a pas mal qui sont vraiment hyper documentés. De toute façon, d'aller aux États-Unis, c'est un peu comme d'aller à Londres, ou comme d'aller dans des villes qui ont beaucoup changé. Le New York actuel ne ressemble plus trop au New York des années 30. Et donc je faisais du piano, mais j'étais vraiment à un niveau assez bas. J'étais pas, malgré que je suis resté longtemps en musicologie, j'ai fait une petite école de jazz, mais j'étais loin d'être professionnel, quoi. Mais j'avais quand même la pratique de cette musique-là pour ressentir un petit peu ce qu'on ressent quand on joue du jazz et ce qu'on ressent aussi, pour revenir un petit peu avec les jazzmen des années 30, c'est ce qu'on ressent quand on est un blanc, quoi. Parce que le jazz, surtout dans les années 30 où il y avait la ségrégation raciale, il n'y avait pas d'orchestre mélangé. C'était vraiment les orchestres des Blancs et les orchestres des Afro-Américains. Et ça, c'est vraiment une époque où on a du mal à s'imaginer. Le premier orchestre mélangé, c'est Billy Goodman, c'est en 38. Avant, c'était vraiment des orchestres séparés, quoi. Mais ça ne veut pas dire que les jazzmen blancs jouaient un jazz low cost. Simplement, il y avait la ségrégation raciale qui était là. Non, après, quand on passe des heures et des heures sur son instrument, on a vraiment l'impression que l'instrument fait partie de nous-mêmes. Je pense que tous les guitaristes, les violonistes et tout, quand on passe 8 heures par jour sur son piano, on connaît les moindres détails, les touches où il y a un petit pet. Il y a vraiment une complicité. Après, c'est une forme un petit peu onirique pour utiliser. Parce que moi, ma manière d'écrire des scénarios, je suis très théâtre, petit théâtre, quoi. Il y a des scénaristes qui sont plus... par exemple, Sylvain, il est entre les deux. Il a des beaux dialogues et il a aussi pas mal d'action. Donc il est un peu entre les deux. Moi, j'ai pas beaucoup d'action. Il y a une scène d'action, il saute derrière le camion, ça va durer une demi-page. Mais après, c'est beaucoup du petit théâtre. Donc toute l'histoire va passer à travers les dialogues, beaucoup à travers les dialogues, quoi. Donc c'est vrai que quand on a un personnage qui est tout seul face à son piano, ça risque d'être vite assez austère. Donc de le faire parler avec son piano, ça me permet de déployer ses pensées intérieures, plutôt que d'avoir une voix off, d'avoir ce dialogue, me permet de traduire un petit peu ses pensées. C'est pas évident pour un artiste, les histoires d'amour, mais aussi fonder une famille, avoir des enfants, c'est souvent complexe à gérer, quoi. Et moi j'ai de la chance d'être tombé sur des compagnes qui comprennent très bien un petit peu le milieu, qui même m'aident en me donnant leur avis. Mais c'est vrai que c'est pas évident de concilier une carrière entre guillemets artistique parce que on se rend pas compte de l'énergie et du temps que ça prend. C'est juste monstrueux, quoi. Et le matin quand on se lève on y pense déjà, on n'arrête pas d'en parler. Donc c'est sûr que pour la compagne, pour les compagnons, pour les autrices, c'est un peu envahissant. Ouais, c'est important d'avoir justement d'avoir des gens qui suivent. Moi j'ai la chance d'avoir un frère et on est assez proches. Donc il y a déjà ça, j'ai une amitié avec mon frère. Je sais que c'est pas vrai dans toutes les familles. Et puis avec ma compagne on est assez amis aussi. On n'est pas que sur le couple basique, on est vraiment à partager plein de choses, notamment dans les scénarios et elle m'aide vraiment, elle me donne plein de conseils. Donc c'est vraiment sympa. Puis après il y a les copains. Les copains de la musique, je les vois plus trop, ça fait déjà presque 20 ans que j'ai arrêté. Donc j'ai des contacts de temps en temps avec des anciens copains de la fac. Mais sinon maintenant, moi je bosse en atelier, j'ai bossé pendant longtemps chez moi et en bibliothèque. Et maintenant j'ai la chance de travailler en atelier à Gentilly avec quelques auteurs de bande dessinée et coloristes. Et c'est vrai que ça aide bien, même s'il y a des moments plus tendus, mais au jour le jour c'est vraiment sympa d'avoir un retour et de pouvoir discuter sa motive, parce que c'est vrai que c'est un peu un métier de moine, tout ce qui est écrivain, auteur de BD, c'est pas
facile, quoi. Alors mes futurs projets, là je viens de ressortir George Frog pour Métamorphose. Et en fait, je leur prépare un album pour la collection Métamorphose, pour les éditions Soleil. Et donc, moi, je peux pas trop en parler. Ça sera vraiment parce que c'est dans longtemps. Hein, je pense que ça paraîtra dans 2 ans, parce que j'ai envie de le mettre à la couleur directe. Donc, je pense que ça paraîtra dans 2 ans. Après, sur cet album-là, normalement je ferai tout, quoi, le scénario. Là je suis à la fin du scénario. Non, c'est pas sur le thème de la musique, c'est sur le thème plutôt de la révolution industrielle. Voilà, ça se passe au 19e siècle. Vraiment avec George Frog, c'est vrai que j'étais un peu en décalage. Il y a le côté un petit peu vintage pour la collection. Mais là je serais vraiment plus dans l'esprit de la collection, un petit peu cet esprit un peu magie. J'aime bien les auteurs un peu indés. J'irais bien voir dans la tête de Chris Ware. Il travaille actuellement pour voir un petit peu. Mais moi j'ai cette double facette un peu auteur indé et aussi j'étais un peu élevé à la sauce le manga avec Akira et tout ça. Donc j'irais bien voir aussi dans la tête de Tomo. Mais pour l'obliger à se remettre à la BD.